que tout le monde va bien. C'est notre dernière séance de cours de programmation distribuée. Mais avant ça, je voulais profiter pour vous transmettre le projet. Le projet, si vous êtes en train de voir mon écran, c'est une activité. Il dit, vous êtes chargé de créer un système de gestion scolaire permettant de gérer les informations suivantes, donc les étudiants, le cours, les inscriptions des étudiants en cours. Euh, Maintenant, le modèle relationnel entendu, donc un étudiant peut être inscrit à plusieurs cours, un cours peut avoir aussi plusieurs étudiants, n'est-ce pas? Et cela, on aura la structure des entités qui va se présenter de cette façon. Dans l'entité étudiant, student, il y aura l'ID, les noms, laissez-moi ajouter le post-nom aussi. Post-nom qui sera toujours un string, voilà. Il y a aussi l'email et le numéro de téléphone. Voilà un peu les entités euh, d'étudiants. Donc voilà les entités. Maintenant, l'entité cours sera constituée de l'ID, du titre du cours, sa description et les professeurs. Et maintenant, l'entité inscription, enrollment. Donc en anglais, on parle de enrollment. Il y aura juste date d'inscription, référence étudiant et cours. Pas parce qu'il y a un plusieurs. Pour dire que inscription deviendra naturellement une table. Maintenant, ce qui est demandé, c'est juste créer un projet Spring avec le dépendance, configurer la connexion à MySQL dans les applications Properties, bon, ou Postgres. Bon, ça dépend. PostgreSQL. Il est plus riche que MySQL ou PostgreSQL. Créer trois entités avec les annotations GPA, des relations. Créer les repositories, student repository ou étudiant repository. Donc, étudiant, étudiant repository, cours repository et inscription repository. Inscription repository, voilà. Maintenant, créer maintenant de contrôler REST qui vont permettre d'ajouter, modifier, lister, supprimer un étudiant, ajouter, modifier, lister, supprimer un cours, inscrire un étudiant à un cours. Voilà. Lister le cours auquel un étudiant est inscrit, lister les étudiants inscrits dans un cours. C'est ça le travail du REST que le contrôleur restera faire. Et bien sûr, configurer les réponses HTTP dans le D101, 401, voire 500. Et puis, vous pouvez tester les API. Maintenant, le livrable entendu, code source du projet, que vous allez faire un GitHub ou zipper, que vous allez remettre via Classroom, et plus mieux dans GitHub. Voilà. Capturer le endpoint Postman montrant le test des endpoints. Surtout ça. Donc, capturer Postman montrant le test des endpoints. Donc, entre parenthèses, image de test. Voilà. Et surtout ça, donc voilà un peu le travail. Vous pouvez juste faire la capture de vos écrans. Les deux pages. Donc, la première page est là et la deuxième.
Très bien. Je pense pour le critère pour le nom, organisation du projet, c'est deux points. Euh, création, création des entités, relations GPA, c'est 4 points. Fonctionnalités des endpoints REST, 6 points. Gestion des erreurs, 400, 401, descend. Voilà, et descend 1, ça c'est 2 points. Et enfin, la clarté du code et commentaire 2 points. Donc, ce qui fait au total 32, 6, 12, 14, 16. Clarté du code. Bon, nous allons ajouter aussi quelque chose. Donc, clarté du code et image de Postman. Postman, comme ça on fait 4 pour avoir 20. Voilà le projet final. Voilà. Donc voilà, c'est ça les critères de l'évaluation. Maintenant, nous allons passer à une introduction du dernier chapitre qui concerne la manipulation des outils distribués. Euh, voilà, donc nous allons passer au cinquième chapitre concernant l'utilisation de frameworks et outils de programmation distribués. Donc, voilà. Maintenant, avant de parler de Hadoop, parce que c'est l'outil que nous allons plus euh, utiliser, n'est-ce pas? Euh, je voulais d'abord définir un framework, quand on parle de framework, ou ossature logicielle, ou cadre de travail. Un framework, c'est juste une structure. C'est une structure, euh, c'est une structure logicielle utilisable et extensible qui fournit une base pour construire des applications ou des systèmes. Il définit l'architecture, il définit les composants, lui-même il définit les interfaces et des outils prédéfinis pour simplifier et accélérer le processus de développement. Donc voilà un peu Framework. Et aujourd'hui, il y a plusieurs frameworks qui sont utilisés, que ce soit en programmation, surtout en programmation. Notamment à Java, il y a ce fameux Spring que nous étions en train d'utiliser. À part Spring, il y a Servlet. À part Servlet, il y a Scala. Au niveau de Java, vous allez chez PHP, il y a Laravel, il y a Symfony. Si vous migrez un peu chez Python, il y a des frameworks comme Flask, Django, n'est-ce pas? Flask et Django. Si vous migrez au niveau du JavaScript, c'est là où il y a beaucoup vraiment de frameworks. Il y a React, il y a Node.js. Vous allez retrouver de frameworks comme Angular de la maison Angular, c'est Facebook, oui. Euh, donc, il y a une panoplie de frameworks aujourd'hui. Donc, ce sont juste des structures logicielles qui vous fournissent ils vont vous fournir, n'est-ce pas, des architectures, des composants de base, des interfaces, des outils qui sont déjà prédéfinis pour simplifier et accélérer euh, le montage de votre logiciel. Maintenant, il y a un exemple ici. On a dit, imaginez un framework
comme le squelette d'une maison. Il fournit la structure de base, les fondations, le mur porteuse, mais vous laisse la liberté de concevoir l'aménagement intérieur, de choisir les finitions et d'ajouter des éléments spécifiques à vos besoins. C'est comme qui dirait, vous voulez avoir une maison, il est possible d'aller à Kamalondo, n'est-ce pas? Vous achetez une parcelle vide, n'est-ce pas? Vous commencez, n'est-ce pas, la mise en place de votre fondation, vous faites l'élévation de murs, n'est-ce pas, la toiture, et directement, vous aménagez, n'est-ce pas? Vous allez réaménager, mais aussi il est possible à ce que vous trouviez à Kamalondo déjà une parcelle, n'est-ce pas? Que vous trouviez déjà une parcelle, il y a une maison à l'intérieur et la toiture, mais la maison n'est pas aménagée. Donc, la maison, elle est vide, n'est-ce pas? Vous pouvez vous choisir comment disposer les chambres, n'est-ce pas? Le couloir, le salon, ainsi de suite. Il en est de même avec le framework. Donc, lorsque vous êtes en train d'utiliser les composants qui sont natifs, donc from scratch, hein, donc c'est le terme qu'on utilise en anglais. Donc, vous commencez vous-même, n'est-ce pas, l'architecture de votre logiciel, tout ce qui est composant, c'est vous qui allez le faire. Mais en utilisant le framework, il y a déjà des composants qui sont prédéfinis pour vous permettre d'accélérer votre processus de développement. Maintenant, au niveau des outils de programmation distribués, euh, il y a un framework qui est plus utilisé. Il est open source pour la gestion de données massives qu'on appelle le big data aujourd'hui. Et c'est le logiciel Apache Hadoop qui est un framework open source qui permet le traitement et le stockage distribué de grands ensembles de données par des clusters d'ordinateurs à l'aide de modèles de programmation simples. Maintenant, Hadoop, il a été conçu pour passer d'un seul ordinateur à des milliers d'ordinateurs en cluster. Donc, le fait qu'on dise que c'est en cluster, c'est le fait que plusieurs ordinateurs, n'est-ce pas, ils sont connectés ensemble et qui se comportent comme si c'était un seul ordinateur. Là, on est en train de voir Joseph. Ah, faut l'admettre. Et là, on est en train de voir cette scalabilité verticale. OK? Je me rappelle lorsqu'on était en train de discuter par rapport au système distribué, euh, on avait donné l'exemple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, lorsqu'on a commencé, euh, les ordinateurs sont en train d'évoluer. Bon, si nous pouvons nous rappeler de l'ENIAC depuis 1945, c'était en 1945, n'est-ce pas, qu'on avait inventé l'ENIAC. L'ENIAC utilisait, il utilisait des outils qu'on appelle des tubes à vide pour le traitement, n'est-ce pas, de données. Maintenant, on a remplacé la tube à vide, on a mis la transistor en 1955, non, après 1955. Après, par après, on a remplacé la transistor par le circuit intégré. Et le circuit intégré par ce qu'on a aujourd'hui, le microprocesseur. Et dès l'invention du microprocesseur, on a juste modifié sa structure pour avoir le, le multicore, donc un processeur avec plusieurs cœurs. Et on n'a pas encore trouvé un outil qui peut remplacer le microprocesseur. Lorsque vous avez un ordinateur, prenons l'exemple simple,
je peux poser la question à Joseph. Donc, vous remarquez que votre ordinateur et l'ordinateur devient trop lent, n'est-ce pas? D'un coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous allez en ville, vous dites, bon, j'utilise un disque SATA, OK? Vous pouvez vous procurer facilement un disque SSD trop rapide, 500 gigas ou 1 Tera, n'est-ce pas, vous ajoutez. Vous pouvez changer votre mémoire RAM. Vous aviez peut-être 4 gigas, vous allez en ville, vous achetez, vous mettez 32. OK? C'est juste pour augmenter la puissance. Qu'en est-il maintenant du microprocesseur? Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter un microprocesseur au niveau de l'ordinateur pour, bien sûr, gagner en termes de rapidité? Arrivé à ce stade, comme il était impossible à ce qu'on puisse monter plusieurs microprocesseurs, bon, bien sûr, dès qu'on a déjà monté un processeur multicore, peut-être 12e génération, sur la carte mère, OK? Et dès que la machine a atteint son niveau le plus élevé, n'est-ce pas, de puissance de calcul, on ne peut pas changer son microprocesseur. Et le fait là d'ajouter la RAM, le disque dur, c'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Donc, on essaie un peu d'ajouter des outils comme la RAM, le disque dur, pour augmenter la vitesse de l'ordinateur. Maintenant, lorsqu'on est arrivé au bout, il fallait chercher d'autres moyens. Il fallait chercher d'autres moyens et mettre en place ce qu'on appelle des clusters, donc la scalabilité qui est verticale. Et cette scalabilité consistait à faire quoi? On met plusieurs ordinateurs, n'est-ce pas? On met plusieurs ordinateurs en série, n'est-ce pas? Et ces ordinateurs, ils vont se comporter comme si c'était un seul ordinateur. Donc, lorsque vous lancez la requête, elle est traitée. Donc, ces ordinateurs vont converger, n'est-ce pas, leur puissance de calcul pour traiter rapidement, n'est-ce pas, votre requête et vous renvoyer une réponse. Et c'est ça d'ailleurs l'architecture même de, du cloud. Donc, quand je parle de cloud, je vois Internet et tout ce qu'il y a, des services, des applications qui sont installés. Et ces ordinateurs, lorsqu'ils sont connectés ensemble, pour se comporter comme si c'était un seul, c'est ce qu'on appelle le cluster. Je ne sais pas si vous êtes en train de me capter, Joseph et les autres. Quand on met ces ordinateurs ensemble et qui se comportent comme si c'est un seul ordinateur, c'est ce qu'on appelle le cluster, n'est-ce pas? Et là, j'ai bien dit, c'est parce que en augmentant le périphérique au niveau de l'ordinateur, à un certain moment, n'est-ce pas, on est au bout. On est au bout, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas encore booster, on ne peut pas encore booster la capacité de votre microprocesseur pour qu'elle produise mieux. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste prendre plusieurs ordinateurs, les mettre ensemble et euh, former ce qu'on appelle le cluster. Et l'architecture distribuée, euh, c'était juste euh, plusieurs géants vers 2010, dont Amazon, Facebook, Google. Et ces géants-là qui stockent plusieurs quantités d'informations, ils se sont plaints. Pourquoi? Parce que il était impossible de maintenir, il était difficile, pas impossible, parce que la solution elle est là. Donc, il était difficile, n'est-ce pas, de, de, de faire de maintenance de ces data centers. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le déluge en termes de stockage des informations au niveau de structures de cloud. Et
voilà, c'est un projet ils ont soumis à des scientifiques pour rechercher, n'est-ce pas, de systèmes qui pouvaient mettre ensemble plusieurs ordinateurs, bien sûr, qui se comportaient comme si c'était un seul ordinateur. Et par là aussi, il y a eu aussi l'invention de, euh, de ce qu'on appelle le non-SQL, n'est-ce pas? Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, avec le SQL, il était impossible de créer une application où on va séparer plusieurs tables dans plusieurs ordinateurs ou dans plusieurs schémas qui sont différents. Et là, on a inventé maintenant ce qu'on appelle le non-SQL. Donc, ce sont deux types de bases de données qui ne respectent pas le théorème, un théorème qui est utilisé bien sûr par le base de données relationnel qu'on appelle le théorème ACID. Vous aurez le temps peut-être de lire certains livres qui parlent de bases de données. Donc, le théorème donc, la différence entre le théorème CAP, C-A-P, et ACID, A-C-I-D, d'où le base de données relationnelle. On a une base de données relationnelle s'il y a l'intégrité, n'est-ce pas, et il y a la cohérence des données. Et le fait qu'on sépare plusieurs ordinateurs, il est impossible au même moment, en séparant, en ayant plusieurs ordinateurs qui se comportent comme si c'était un seul ordinateur, de garantir la cohérence, en même temps l'intégrité des données. Et là, on a proposé maintenant la nouvelle architecture qui pouvait prendre en charge les données provenant des capteurs, parce que nous savons aujourd'hui, il n'y a pas simplement que nous qui régénérons des informations au niveau des serveurs, il y a des capteurs, il y a des agents intelligents sur le web, n'est-ce pas, avec l'intelligence artificielle, qui sont là juste pour faire la récolte des données des masses. Et là, c'est là le début même donc, du terme big data. Maintenant, Hadoop, tel que conçu, il a été conçu pour fonctionner sur des clusters. Hadoop peut aussi stocker et traiter efficacement de grandes quantités de données, de grands ensembles de données. Bien sûr, je vous ai parlé du big data. Bien sûr, big data, il y a des bases de données relationnelles, mais plus ce sont des bases de données qui sont non relationnelles, dont la taille peut aller de quelques gigaoctets à plusieurs pétaoctets. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de grandes quantités de données qui sont gérées par ces géants du web. Maintenant, découvrez comment utiliser Dataproc pour exécuter des clusters Hadoop sur Google Cloud de manière plus simple, plus économique et intègre. Maintenant, Hadoop, il comprend un certain nombre d'éléments. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel. Donc, c'est un logiciel qui comporte plusieurs logiciels. Notamment, il comporte un écosystème open source pour le stockage et le traitement de grandes quantités de données sur des clusters de serveurs. Il utilise, n'est-ce pas, un algorithme, un style. À l'intérieur, il y a un petit framework qu'on appelle MapReduce pour le traitement parallèle. Donc, quand je dis parallèle, donc le fait que donc le traitement parallèle, donc le fait que plusieurs tâches peuvent s'effectuer au même moment. Voilà, c'est ça le traitement parallèle. Mais aussi, il comporte un système de fichiers, qui est vraiment spécial, qu'on appelle HDFS, le HDFS veut dire Hadoop Distributed File System, pour lui, pour cet écosystème, pour le framework Hadoop. Mais aussi, il comprend aussi euh, un algorithme qu'on appelle le YARN, qui veut dire Yet Another Resource Negotiator pour la gestion des ressources. Donc, voilà un peu les outils. Mais aussi, aujourd'hui, on a augmenté. Ça, je citais juste le grand framework qui est à l'intérieur.
Mais quand même, il y a d'autres. Il y a une base de données. Il y a une base de données SQL, donc orientée SQL, conçue simplement sur ce framework Hadoop qu'on appelle le SQL Query, Hive, le Hive SQL Query. Il y a le Hashbase qui est une base de données orientée non SQL. Il y a le Big Scripting, il y a une machine qu'on appelle le Hamout, et bien sûr le grand framework comme MapReduce, le Yarn et le HDFS, le 3, qui sont plus connus, et beaucoup d'autres. Donc, plus, euh, plus on monte de version, on y ajoute un peu des outils pour permettre un peu de faire le stockage, mais aussi de la programmation distribuée. Mais aussi, il y a un autre qu'on appelle le Zookeeper. Donc, quand vous installez, il y a aussi un petit logiciel à l'intérieur qu'on appelle le Zookeeper. Maintenant, comme je l'ai dit, lors de l'installation de Hadoop, plusieurs composants, souvent qu'on appelle des démons ou des services. Donc, ce sont des logiciels qui n'ont pas d'interface graphique, hein. Et ils sont installés pour assurer vous installez Hadoop, vous obtenez plusieurs services. Ce sont des services qui sont de fois web et d'autres qui sont desk. Donc, ils agissent comme des démons. Là, il y a le HDFS, qui est un système de fichiers, pour la gestion des fichiers distribués. Donc, il y a le Nemnode, qui est le maître du système de fichiers. Il gère les espaces des noms pour le domaine, donc pour le nom de domaine et autres. Mais aussi, il y a le Datanode, qui est une réplication, qui est un serveur esclave de notre Nemnode pour faire une réplication de tout ce qui s'est fait au niveau du Nemnode. Donc, euh, c'est un système vraiment qui est vraiment distribué du fait que chaque chose qui est en train de se faire au niveau du NemNode, il y a une réplication, n'est-ce pas, au niveau du data node pour permettre un peu à ce que le données, donc, qui est backup, bien sûr, automatique des données. Maintenant, à côté du data node, il y a toujours un autre secondary NemNode, euh, qui est au niveau du serveur de Nemnode en effectuant le point de contrôle périodique de métadonnées, ce qui aide à prévenir le perte de données et à réduire le temps de démarrage du Nemnode. Donc, ce sont juste d'autres services qui s'ajoutent lorsque vous êtes en train d'installer votre Hadoop. Maintenant, à côté de le HDFS, vous avez vu le HDFS, qui est le système là de gestion de fichiers avec les nemnodes. Quand je parle de nemnodes, ce sont des nœuds. Ça va? Ce sont des nœuds d'exécution. Il y a maintenant le YARN. Maintenant, YARN, c'est quoi son rôle? Le YARN, c'est juste un framework qui est dans le framework Hadoop, mais qui a le rôle de la gestion de ressources d'Hadoop. Il permet à plusieurs applications de traitement de données de partager les ressources du cluster de manière dynamique. Donc, Yarn, c'est lui le négociateur. C'est lui le négociateur au niveau de votre cluster Hadoop. Donc, c'est lui qui permet à ce que plusieurs applications puissent partager le même données et le même ressource et au même moment. Parce que nous savons, lorsqu'il y a des systèmes parallèles, il y a toujours, donc quand je dis de systèmes parallèles, donc ce sont le programme qui s'exécute s'exécute au même moment au niveau du microprocesseur, mais aussi, ne vous en faites pas, il y a toujours des programmes qui tentent de changer une donnée au même moment.
Donc, il y a une donnée, deux programmes qui accèdent à la même donnée au même moment, et il y a un programme qui veut changer peut-être les données peut-être incrémentées, décrémentées, parce que nous savons au niveau de l'ordinateur, donc ce sont les opérations, soit les additions, les soustractions, les multiplications, ou la division, mais aussi des opérations logiques. Lorsqu'il y a un programme qui tente bien sûr de changer la donnée au moment où cette donnée est en train d'être utilisée, parce que et vous êtes arrivé, je suis sûr, de exemple sur votre propre ordinateur, lorsque vous ouvrez un fichier dans un navigateur, donc vous ouvrez une page ou un fichier, euh, prenons un fichier PDF, n'est-ce pas? Vous l'ouvrez dans Acrobat ou dans Adobe Reader et au même moment, vous êtes en train de l'utiliser et vous voulez déplacer. Qu'est-ce qui s'est fait? Je voudrais que vous m'éclaircissiez. Bref, qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque vous ouvrez un fichier et vous tentez directement de le déplacer, que fait l'ordinateur? Comment réagit l'ordinateur? Oui, Joseph, oui, je vous capte. Là, je peux prendre l'exemple d'un fichier Word. Ouais, ouais. Souvent, s'il est en réseau, quelqu'un qui le prend et que moi, je le prends aussi, je vais l'enregistrer. On me dit, je vais l'utiliser en lecture seule. Il n'y a pas moyen de l'enregistrer parce que l'autre Oui, l'utilise déjà. Oui. oui, oui, exactement. Donc, lorsque vous tentez d'utiliser, donc de changer même, ou de déplacer, il y a toujours le système qui dit non, voilà, votre fichier est en cours d'utilisation. Donc, il en est de même aussi lorsque vous êtes en train de manipuler plusieurs. Donc, lorsque plusieurs programmes sont en train d'accéder au même type d'information au même moment, il y a toujours, OK, ces petits problèmes-là. Maintenant, il y a un négociateur Yann, maintenant, qui est là, qui observe, qui dit, qui gère un peu, qui accède à quoi et comment, n'est-ce pas? Ou après qui, hein, pour essayer un peu de faire en sorte que ce programme, n'est-ce pas, fonctionne tous au même moment. C'est lui le négociateur. Maintenant, à part le Yann, il y a maintenant le MapReduce qui est un paradigme, c'est un modèle de programmation original d'Hadoop pour le traitement parallèle de grands ensembles de données. Il divise des tâches de traitement en deux phases. La phase de mappage, on appelle la cartographie, il fait une réduction et maintenant il fait l'exécution. Et cet algorithme, bon, si je peux, ce style de programmation est utilisé juste pour faire donc, euh, pour diminuer, n'est-ce pas, les temps d'exécution de programme, parce que nous savons que le problème, c'est quoi? Il faut, il faut que le programme prend moins de temps au niveau du microprocesseur. Maintenant, MapReduce, c'est un style, c'est un modèle de programmation qui permet de simplifier, n'est-ce pas, de simplifier les étapes de programmation pour que la ressource ne puisse pas, bon, le programme ne puisse pas consommer trop de ressources au niveau du microprocesseur. Il en est de même lorsque, si vous avez un jour essayé d'avoir une application qui est hébergée sur le cloud, là, on vous facture, hein. On vous facture selon le nombre de requêtes fournies, non, le nombre de requêtes que vous avez envoyées au niveau du serveur. Le serveur est en train de compter et après, on va vous envoyer la facture sur base, n'est-ce pas, de tout ce que vous avez fait comme requête. Parce que ce qui est essentiel là-bas, c'est quoi? C'est le microprocesseur. Et non. À part ça, comme je vous ai dit, il y a le Hive Database qui est euh, une base de données orientée SQL qui est juste, euh,
il a été conçu juste pour fonctionner avec Hadoop. À part ça aussi, il y a Zookeeper, qui est un service de coordination centralisé pour d'autres services Hadoop. À part ça, il y a Hashbase, qui est une base de données NoSQL, comme Mongo, comme Redis, n'est-ce pas? Je pense que vous avez un jour vu une base de données. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cette base de données. Mongo, est-ce qu'il est en place? Je vous montre juste. Ça ressemble. Laisse-moi partager l'intégralité de l'écran. Voilà. Voilà, par exemple, je peux démarrer un outil comme Mongo. Voilà. Oui. Oui. Show Data Basis. Lui aussi, ça marche. Je fais par exemple use. C'est comme MySQL, hein? C'est comme MySQL. Je peux faire show, bon, use test. Voilà. Je fais show collection. Ici, on les appelle collections. Au lieu de parler de table, ici, on parle de collection. Voilà. Voilà, il y a le personne ici. Je peux faire db.person, n'est-ce pas? Find. Laisse-moi écrire find, puis j'écris pretty, voilà. Voilà, c'est un peu du JavaScript. Regardez un peu la nature, la façon dont le NoSQL, n'est-ce pas, stocke les informations. Bien sûr, il utilise le format JSON, voilà. Ouais, comment il fait? Et c'est un langage qui est, c'est presque du JavaScript. Ça, c'est Mongo. HBase aussi, lui. Vous avez vu Mongo. Le HBase aussi, il est. C'est un framework ou c'est une base de données non SQL qui est, lorsque vous installez Hadoop, donc vous l'obtenez. Donc vous l'obtenez. Il est, donc c'est une base de données qui est non SQL. Maintenant, à part ça, il y a aussi Spark, donc, qui est un framework de traitement de données en cluster rapide et polyvalent. Il peut s'exécuter au-dessus de YARN. Le démarrage des services Spark dépend de la configuration. Celui YARN, c'est dans YARN qu'on configure le démarrage de serveur, le serveur de réplication, celui. Donc, c'est celui le chef d'orchestre. Donc, si vous avez un jour chanté, n'est-ce pas, dans une chorale, il y a toujours la personne là qui est en train d'entonner, qui dit non, qui commence, quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut monter. Voilà, le chef d'orchestre aussi, au niveau d'Hadoop, c'est le YARN. Non, c'est le Spark plutôt. Il y a aussi Kafka qui est aujourd'hui un outil qui est plus utilisé par ces géants du web, une plateforme de streaming d'événements distribués. Et là, ce propre script de démarrage pour le Broca et Zookeeper si vous l'utilisez. Donc, Kafka qui est une plateforme de streaming d'événements distribués. Donc, voilà un peu les outils que vous obtenez lorsque vous installez Hadoop. Maintenant, je essaie un peu de chercher. Donc, aujourd'hui, si vous regardez un peu sur LinkedIn, les compétences le plus recherchées depuis quelques années, on cherche plus les agents qui peuvent facilement manipuler le cloud et comprendre un système distribué. Et surtout là, on voit des compétences pour quelqu'un qui sait manipuler Hadoop et le big data. Mais aussi à côté, on cherche les gens qui savent faire le forage de données, qu'on appelle le data mining.
Ici, c'est le forage. Donc, le terme en français, c'est forage des données. Voilà. Sorry. Donc, stockage, système. Donc, forage des données. Et c'est ce qui est à la base aujourd'hui de l'intelligence artificielle, hein. Donc, le forage. Aujourd'hui, c'est... Ah, sorry, c'est forage. Donc, forage de données. Je fais ça. Donc, on cherche bien sûr les gens qui savent faire le forage de données ou le data mining, mais aussi les administrateurs de bases de données SQL. Maintenant, avant de parler de big data, est-ce que on peut se rappeler de ce préfixe, donc le kilo, n'est-ce pas, le méga, le giga, le téra, n'est-ce pas, le péta, le hexa, ok? Donc, quand on va vers hexa, le 10 exposant 18, on atteint la quantité de données que gèrent Amazon et Facebook aujourd'hui. Et Internet maintenant, depuis 2010, on n'a pas mis à jour, mais depuis 2010, lorsqu'il y a eu la réunion là de ces géants, Facebook, Amazon et Google, sur le projet concernant l'architecture d'Internet et la gestion de données, on évaluait les données d'Internet, donc on évaluait en termes des états donnés. Donc, les 10 exposants 21. C'est une grande quantité de données. Maintenant, le mégadonnées ou big data, ce sont juste des collections d'informations qui auraient été considérées comme gigantesques, impossibles à stocker et à traiter il y a des dizaines d'années. Internet, ce que nous avons récolté, n'est-ce pas, de Google depuis 2015, Google évalue au moins 10 hexaoctets. C'est 10 milliards de gigaoctets qui sont stockés. Facebook en 2018, c'est 1 hexaoctet de données. Amazon, 7 pétaoctets de données. Et voilà, il y a aussi le Big Science, surtout quand je parle de Big Science, donc ce sont juste ces spécialistes qui sont là juste pour faire l'observation de notre système solaire, n'est-ce pas? Observer les astres, observer de planètes, n'est-ce pas? L'écosystème, donc faire le quoi? L'observation de notre écosystème. Ces gens, avec leurs télescopes et autres, ces capteurs qui sont placés sur la Lune et sur la Terre, sous des océans. Et là, on n'a pas parlé un peu de tout ce qui est comme, on n'a pas parlé de la modélisation pour la recherche de formules de certains médicaments, ainsi de suite, pour l'intelligence artificielle. Ici, pour le Big Science, on est en train de faire, donc, on penserait déjà que ces gens régénèrent 1 pétaoctet par jour de données. C'est gigantesque. Par jour, n'est-ce pas? À partir simplement de ces capteurs-là qui sont en train d'observer. Ces informations sont très difficiles à trouver. La raison est que tout est enregistré sans discernement dans l'idée que ça pourrait être exploité. Certains prêchent pour que les données collectées soient pertinentes. Et là, on parle de plus, au lieu de parler de big data, on parle de smart data. Plutôt, donc, au lieu de parler de big, n'est-ce pas? On commence à parler de smart.
il y en a même aujourd'hui de ces entreprises, au lieu de vous demander de payer la licence pour utiliser leur logiciel, non, ils vous donnent ça gratuitement pour que vous puissiez régénérer bien sûr les données et ces données, eux, ils vont vendre. Donc, chaque fois que vous ne payez pas pour un logiciel, sachez que c'est vous qui êtes le produit. Maintenant, le traitement d'aussi grandes quantités de données impose des méthodes particulières. Donc, un SGBD classique, même haute de gamme, est dans l'incapacité de traiter d'autant d'informations. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Répartir les données sur plusieurs machines, jusqu'à avoir plusieurs millions d'ordinateurs dans les data centers. Et là, on voit des systèmes qui sont spéciaux, comme le HDFS, de base de données spécifiques, HBase, de Cassandra, et il y a aussi le Elastic Search. Donc, l'Elastic Search, c'est un projet de Google. Vous allez faire des recherches sur ça. C'est la base de données autour de données qui sont gérées par Google, Elastic Search. Et le traitement maintenant de type MapReduce. Donc, ce sont des algorithmes faciles à écrire pour faire une exécution en parallèle. Imaginez, ça c'est un data center d'ailleurs vieux, l'image que nous avions eue, voilà, c'est un data center qui connecte 5000 ordinateurs pour former un cluster. OK? Voilà, imaginez, ce sont ces outils qui nous gèrent, qui nous génèrent des données, non, qui stockent des données et qui répondent à nos requêtes. Et quand on a vu la nature de ces PC, ce sont des PC juste simples. Donc, chaque PC a 4 CPU, multicœur, 1 Tera de RAM, 1 Tera de RAM, 24 Tera de disque dur rapide. Donc, là, le disque dur rapide, ce sont des SSD. Et là, on évalue un peu à 5 000 euros. Donc, si vous achetez à la source, donc, donc, on évalue un peu cet ordinateur à 5 000 euros. Et il semble que Google utilise des ordinateurs assez basiques, chers mais extrêmement nombreux. Voilà, donc ce sont là les enquêtes que nous avons eues de quelques fuites. Donc, il semblerait que Google utilise des machines qui sont modestes, qui sont comme ça, mais extrêmement nombreux dans leur cluster. Maintenant, comme j'étais en train de le dire, donc Hadoop, c'est un écosystème, c'est un framework qui répond à ces systèmes-là, systèmes distribués, mais aussi des systèmes de fichiers donc, qui peuvent supporter les données qui sont distribuées. Il a aussi des algorithmes pour permettre de faire aussi la programmation ou l'exécution, n'est-ce pas, en parallèle. Et son installation, bien sûr, on le fait sur Windows, mais il est plus recommandé de le faire sur Linux. Donc, pour installer, vous irez d'abord installer le JDK de Java. Donc, vous installez votre JDK parce qu'il fonctionne plus avec Java. Vous pouvez aller sur le site officiel d'Oracle et surtout installer la version 8 et 11 qui sont les versions stables. Dès que vous avez installé votre JDK, vous pouvez maintenant télécharger sur le site officiel de Hadoop. Non, vous pouvez ajouter maintenant votre JDK dans votre variable d'environnement pour qu'il soit reconnu par votre variable d'environnement. Et dès qu'il est reconnu, vous pouvez télécharger Hadoop
je vais donner un peu les liens ici. Donc, téléchargez la dernière version depuis le site officiel d'Apache. Vous pouvez utiliser ces liens ici. Donc, vous copiez ces liens, vous faites copier, n'est-ce pas, et vous téléchargez. Donc, si vous tapez ça, vous pouvez avoir d'autres éléments, mais la version Windows qui marche bien, vous l'aurez via ces liens ici. Et dès que vous avez, j'ai mis dans ce fichier, n'est-ce pas, la procédure pour l'installation. Donc voilà comment vous allez ajouter dans la variable d'environnement. Je fais des captures d'écran. Comment configurer votre serveur de réplication pour le fichier. Voilà, le data node. Comment configurer le YARN. Voilà l'image de votre Hadoop. Bon, je me suis dit on n'avait pas vraiment assez du temps parce qu'il est vraiment vaste et vous aurez peut-être le temps de vous documenter à partir de ces fichiers ou dans un autre cours de base de données distribuée euh, ou système distribué, la programmation distribuée, système distribué, et vous aurez vraiment le temps de manipuler Hadoop. Voilà, lorsque vous finissez l'installation, donc il est accessible via le HTTP localhost 8080 et il vous donne tout ce qu'il y a comme node. Donc, tous les ordinateurs du cluster, n'est-ce pas, il vous le montre, vous pouvez stocker. Et avec le HDFS, il a vraiment une documentation riche pour le stockage des fichiers à l'intérieur. Voilà un peu ce que c'est Hadoop. Et ici, nous avons juste montré comment on pouvait l'installer sur Windows, mais il est bien conseillé de le faire sur Linux parce que Linux, avec le système HFS, il est plus compatible. Donc, voilà, et on sait que Linux, bien sûr, a un bon système de fichiers, contrairement à Windows, bien sûr. Voilà un peu, c'est ce que j'avais à vous partager pour cette introduction au système distribué, framework des systèmes distribués. Et là, euh, voilà, on a discuté de Hadoop. Je ne sais pas s'il y a des questions. Personnellement, je n'ai pas encore de questions posées. Merci. Bon, c'est ça, Hadoop. Donc, comme je vous ai dit, donc avec le lien ici, vous pouvez télécharger et la procédure. Parce qu'il a fallu que je vous demande, je vous montre un peu. C'est plus un système distribué parce que nous, ce que nous avions fait dans ce cours, c'est faire de la programmation. Mais je voulais essayer un peu de discuter avec vous sur ces systèmes. Donc, Hadoop, que vous aurez peut-être le temps d'exploiter dans plusieurs domaines parce qu'il est vraiment utilisé avec ces logiciels. Donc, le HDFS, le YARN et le MapReduce. Et les quelques logiciels que je vous ai parlé, les occupent le, le HBase, n'est-ce pas, qui permettent bien sûr de stocker les informations non SQL. Donc, voilà un peu ce que c'est Hadoop.
Oui, il est open source, comme je l'ai dit, c'est un projet Apache. Et vous savez, Apache, la plupart des projets Apache, ils sont gratuits. Donc, vous l'installez. Dès que vous l'installez, il y a une communauté qui est là pour le développement de l'écosystème. Donc, c'est vraiment c'est un framework open source euh, qui est vraiment gratuit. Gratuit, oui. Donc, vous allez suivre un peu, je vais envoyer ces fichiers ici pour l'installation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici. Donc, là, donc, pour télécharger, c'est un lien. C'est un lien Google Drive. Ah oui, vous pouvez avoir bien sûr d'autres versions. Vous savez, il y a toujours, hein, sur Internet, il y a toujours des marchés. Il y a toujours des sites officiels et il y a d'autres des sites qui tirent, n'est-ce pas? On ne sait pas là où ils ont tiré. Bon, et quand on télécharge un logiciel d'une source inconnue, bon, on ne sait pas réellement, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de télécharger. C'est comme bien sûr au marché. Vous pouvez être à Lubumbashi, bon, il y a le grand marché là-bas à Kamalondo, le grand marché central. Mais vous pouvez trouver dans des quartiers, il y a toujours de Kassoko, hein, de petits marchés là. Hein. C'est pas officiel, mais c'est un petit marché. Et quand il faut installer des logiciels pareils, il faut être sûr d'avoir téléchargé, n'est-ce pas, au niveau de la source qui est officielle. Et la source officielle pour le Windows, c'est ça, ici, le http drive google.com file. Et on ne va pas l'installer comme un clicodrome. Bon, il fonctionne comme Linux, ce sont des fichiers HTML. Donc, dès que vous les téléchargez, vous mettez ça au niveau de votre disque C. Donc, vous extrayez au niveau de disque C. Et dès que vous avez extrait, vous ouvrez votre bin. Le bin, là, vous ajoutez dans votre variable d'environnement et vous commencez à configurer maintenant vos fichiers XML. Et dès que vous configurez votre fichier XML, vous voyez, c'est vraiment du Linux. Donc, il est plus orienté Linux, bien que on a remarqué que les gens utilisent beaucoup Windows. C'est pourquoi il y a cette version. Donc, vous configurez. Donc, vous n'allez pas installer. Vous configurez avec tout ce qu'on a fait. Vous donnez le lien pour votre fichier DFS, pour votre serveur de réplication et autres. Voilà. Dès que vous avez fini, vous pouvez facilement le démarrer. Donc, quand on le démarre, vous tapez juste HDFS, name au moins format, directement, il va lancer tout ce qui est comme service de Hadoop. Donc, voilà un peu ce que c'est Hadoop. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, à l'intérieur, hein, comme je l'ai dit, à l'intérieur, c'est un logiciel. Donc, c'est comme Office. Donc, quand vous installez Office, vous avez Word, vous avez Excel, PowerPoint, vous avez EndNote, OneNote, Publish. Lui aussi, lorsque vous l'installez, il y a ces éléments ici. Donc, quand vous l'installez, vous avez ces éléments ici. Donc, bien sûr, quand on parle d'Office, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop Office, il va dire dans Office, il y a juste Word, Excel, PowerPoint peut-être, parce qu'ils sont plus populaires. Mais aussi dans Hadoop, le framework qui sont populaires, c'est le MapReduce, le Yarn, le HDFS, ceux qui sont populaires.
Maintenant, à côté de ça, il y a le Hive. Le Hive, c'est un SGBD SQL. À côté du Hive, il y a le HBase, qui est une base de données non SQL. Il y a le Big Scripting, surtout pour le JavaScript. Il y a le Haut Machine Learning. Haut, c'est un framework pour faire le machine learning à partir de données que vous mettez dans HDFS. Lui, il récupère, il peut permettre bien sûr d'utiliser ces algorithmes-là comme oui, pour faire l'intelligence artificielle. Il y a le Zookeeper, il y a le Flume, il y a aussi le SEO. Et à côté maintenant, pour la nouvelle version, il y a aussi Kafka. Comme je vous ai dit, on ajoute un peu le Kafka pour le traitement des données en streaming. Donc, c'est vraiment un logiciel. Donc, et au jour le jour, quand on met une nouvelle version, on ajoute sûrement quelque chose. Voilà. Pour le stockage, pour la programmation et pour la gestion, bien sûr, de plusieurs serveurs. Voilà. Donc, c'est comme un c'est comme un mini système d'exploitation. Bon, c'est vraiment un mini système d'exploitation parce qu'un mini, c'est un système d'exploitation. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? Donc, là, quand vous gérez un système de fichiers, vous gérez aussi l'ordonnancement des tâches, n'est-ce pas? Et gérer le périphérique. Bon, lui, bien sûr, il ne gère pas le périphérique, mais le fait qu'il a un ordonnanceur des tâches, n'est-ce pas? Le YARN, là, le MapReduce donc pour essayer un peu de compresser les algorithmes afin que ces algorithmes ne prennent pas. Non, compresser le quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Il va compresser un peu ce qu'on appelle, il y a un terme approprié pour les algorithmes, la théorie de complexité des algorithmes et il va les envoyer à Yarn. Yarn va les envoyer maintenant à votre système, à la couche du système d'exploitation pour l'exécution. C'est vraiment un mini, si on peut le dire, un mini système pour la gestion de cluster. Monsieur José, moi je voulais savoir, a-t-il quelques inconvénients, les Hadouk en question? Bon, il n'y a pas vraiment d'inconvénients, mais ce que je dirais, il demande encore beaucoup de technicité parce qu'il faut commencer. Donc, s'il faut commencer le maîtriser, vous commencez par le HDFS. Il a un système de fichiers propre à lui. Savoir comment on peut copier un fichier d'un serveur vers un autre serveur. Donc, on les appelle des nodes, n'est-ce pas? Comment faire la réplication et la gestion de fichiers autour de nodes. Dès que vous finissez le HDFS, vous pouvez passer à HashLive. Bon, HashLive, c'est du SQL. Hein. Il n'a pas de particularité, mais vous savez, avec le SQL, bon, le fait que vous êtes chez MySQL, vous êtes chez SQL Server, vous êtes chez Oracle, vous êtes chez Postgres, il y a juste des syntaxes qui peuvent changer, un peu de syntaxes qui peuvent changer. Il y a quelque chose aussi au niveau de HLive. Quand vous allez vers le HBase, c'est facile, il ressemble exactement à Mongo, ce que j'étais en train de faire, ce que je vous ai montré, pour les bases de données qui sont non relationnelles et le Kafka. Kafka pour faire de la programmation en streaming. Voilà. Donc, il demande encore beaucoup de technicité, un peu, pas trop de technicité pour comprendre comment il fonctionne. Voilà. Mais la plupart des clusters, n'est-ce pas, ils utilisent le Hadoop. Voilà, ils utilisent le
le Hadoop pour avoir un système distribué au niveau de ces clusters. Et bien sûr, comme je suis amoureux aussi des open source, bon, je me dis, bon, quand un système open source a toujours un problème, bon, il appartient à la communauté de faire des contributions, n'est-ce pas, et développer cet écosystème pour qu'il soit bénéfique à d'autres personnes. Donc, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Voilà. Et là, ce sont juste des types d'informaticiens qu'on appelle il y a un terme pour les gens qui gèrent il y a un terme approprié, surtout sur lorsqu'on lance le poste, il y a un terme approprié. On parle de DevOps, n'est-ce pas? Hein? Le DevOps. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi un DevOps? DevOps. Joseph, vous savez ce que c'est un DevOps? Gras? Il y a quelqu'un, un jour, il sait. Aucune idée, aucune idée. Ah, DevOps. Hein? En fait, DevOps, hein, c'est une équipe de développement et d'exploitation informatique afin de délivrer des applications plus rapides et de meilleure qualité. Donc, ce sont là les informaticiens qu'on engage pour gérer, surtout le cloud au niveau des entreprises. C'est ce qu'on appelle DevOps. Le Dev veut dire développeur, testeur et déployeur. Donc, ils sont là pour développer, tester, déployer et surveiller le cloud. Donc, c'est ce qu'on appelle le DevOps. Donc, c'est une carrière de certains informaticiens qui se spécialisent juste dans le déploiement. Donc, il n'y a pas simplement que le Hadoop, ils sont là aussi pour maîtriser des outils comme aujourd'hui, on utilise plus d'éléments de containerisation, n'est-ce pas? Containerisation avec le Docker, ok? C'est l'outil qui est plus utilisé aujourd'hui pour déployer, bien sûr, un logiciel avec toutes ses dépendances. Voilà, il y a le Docker, il y a aussi le Kubernetes, hein, le Kubernetes. Donc, vous allez essayer un peu de faire des recherches autour de ces techniques. Donc, comment déployer un logiciel utilisant le Docker. Voilà. Donc, maintenant, ces gens-là, on les appelle de DevOps. DevOps. Donc, ce sont des développeurs, des testeurs et des déployeurs des systèmes au niveau de cloud. Bon, s'il n'y a pas de questions, je voulais profiter de ce moment pour clôturer ces modules qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'on l'a commencé, je pense, début janvier. C'était un module de 30 heures. Et nous avons, si nous pouvons nous le dire, nous avons quand même atteint les quelques objectifs dans la programmation des outils, donc la programmation distribuée, bien sûr, utilisant des outils comme Spring, avec ses
ces dérivés dans Spring Web, les JPA, n'est-ce pas? Et simplement pour que nous puissions programmer de logiciels basés sur des architectures REST. Et aujourd'hui, c'est l'architecture qui est plus utilisée dans la programmation dite distribuée. Et le reste, je pense avec d'autres cours comme la programmation parallèle que vous aurez, je pense cette année ou l'année prochaine. Cela va permettre à ce que vous puissiez encore maîtriser, n'est-ce pas, ces outils de programmation distribuée. Pourquoi? Parce que l'informatique distribuée est au cœur aujourd'hui dans la gestion, n'est-ce pas, des ressources informatiques, parce que c'est l'écosystème qui est utilisé. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de déployer des outils qui vont fonctionner sur plusieurs ordinateurs, non seulement sur plusieurs ordinateurs, mais des outils qui vont servir plusieurs applications au même moment. Et avec les API, donc dès que vous avez fait votre API, il est possible que l'API puisse être consommée par une application mobile, que ce même API puisse servir aussi une application web et ce même API aussi puisse être consommé par une application desktop. Donc voilà, là nous nous sommes juste basés sur la programmation et nous avons cheaté aussi pour vous montrer un peu le système. Le système, quand je vais vers système, je vais vers la gestion maintenant. Donc, c'est la couche qui va en dessous de la programmation pour faire maintenant la gestion de ce cluster qui a été Hadoop. Donc, vous aurez le temps de lire. Pourquoi? Parce que quand nous sommes là, on est juste des facilitateurs et, et vous aurez le temps, tout votre temps pour faire des recherches, ceux qui feront peut-être de mémoire en utilisant des systèmes distribués, voilà, ils ont déjà des bases pour approfondir leurs recherches. Mais aussi, il y a plusieurs tutoriels, que ce soit en ligne, sur YouTube, que ce soit sur ScriptDB. Surtout, j'ai l'habitude de suivre un monsieur qu'on appelle Mohamed Youssoufi, le prof Mohamed Youssoufi de l'université Hassan II. Il a plusieurs modules parlant de Hadoop, il parle un peu de Spring parce que il a une certification Java. Il a plusieurs certifications d'ailleurs, Java. Apache Kafka, le framework qu'on retrouve dans Hadoop, mais aussi il parle plus de MapReduce. Donc, il est encore plus, il a vraiment beaucoup de modules en ligne que vous pouvez retrouver, qui parlent bien sûr de la programmation distribuée, mais aussi des systèmes distribués. Parce que en parlant de programmes et systèmes, ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Bon, j'en profite pour clôturer et, et vous souhaiter un meilleur parcours au niveau de l'université Malkia et on pourra se revoir prochainement, soit pour un autre module ou soit pour d'autres activités de l'université. Je tâcherai bien de zipper le module et l'envoyer. Et d'ailleurs le publier au niveau de notre plateforme parce qu'il y a la plateforme. Donc, je vais essayer un peu de rendre ça PDF et mettre ça dans notre plateforme, mais aussi quelques projets que nous avons effectués
effectué concernant la programmation client-serveur avec les sockets, les quelques programmes que nous avons faits et API avec Spring, je vais zipper et envoyer. Et nous allons nous mettre d'accord avec la paritaire concernant ces projets. Parce on est au niveau du master. Bon, on ne peut pas quand même donner une interrogation. Donc, vous allez suivre ces étapes, cette activité et produire cet outil. Ce n'est pas facile, ne le regardez pas comme ça. Peut-être sur 3 pages. Donc, il a beaucoup d'éléments à l'intérieur qu'il faut respecter. Et voilà, vous allez remettre, nous allons nous mettre d'accord avec lui de la date et je vais vous communiquer et je vais configurer aussi en Classroom pour mettre un peu de remettre, n'est-ce pas, ce travail. Bonne soirée et on se revoit. On va se revoir pour un autre module et pour d'autres activités de l'université. Merci beaucoup, monsieur. Ah, c'est bon. Là, c'est encore bien le parallèle. Donc, ça sera juste une continuité avec le distribué, bien qu'on va plus utiliser le natif. Ok, bonne soirée et à plus. Merci pareillement, monsieur. Oui.